libertés publiques, alors ça donc pour les droits de l'homme, donc c'est une sphère très large en fin de compte. Alors les libertés publiques, le terme liberté publique est un terme qui nous vient de la tradition française. C'est vraiment la France. On le trouve dans la constitution du Deuxième Empire. On le trouve surtout dans la constitution, dans le terme a pris une dimension importante sous la Troisième République. Le terme liberté publique, ce sont des libertés et public. Le terme public, c'est pourquoi public, ça ne veut pas dire public contre privé, non. Public, c'est pour dire que ces libertés sont consacrées, sont aménagées, sont protégées par le droit, par l'État. Donc c'est ça donc c'est un dispositif national. Donc les libertés publiques, ce sont des règles juridiques. Des règles, donc ce sont des lois élaborées donc par le législateur pour protéger un certain nombre de libertés. Donc, c'est la liberté publique. Le terme public sert à dire qu'il y a une intervention de l'État, d'abord pour consacrer ces libertés, pour déterminer le régime, donc pour les aménager, et ensuite pour les protéger. Donc, ce sont des libertés, je dirais en quelque sorte, protégées par le législateur. Les libertés publiques, donc en fin de compte, ils traduisent un ordre légal. Légal, ça veut dire qu'il y a un ordre légal, et ils traduisent aussi un ordre national au sein de l'État. Les droits de l'homme, c'est un concept qui dépasse les frontières, alors que les libertés publiques, ce sont des libertés au sein de l'État. Ce sont des libertés qui relèvent, je dirais, de la souveraineté de l'État et qui touchent un noyau dur de la souveraineté, qui sont donc les relations gouvernant-gouvernées. Nous sommes dans le national lorsqu'on parle de liberté publique. Alors, ces libertés publiques, donc, qu'est-ce qui les caractérise? Les libertés publiques, pour comprendre les caractères, donc ce sont, si je dirais, un sous-élément. Donc, les droits de l'homme, c'est la philosophie, c'est l'ensemble, donc, sur lequel est basée une partie qui est la liberté publique. Les droits de l'homme par rapport aux libertés publiques, c'est ce qui doit être, c'est l'idéal. Les libertés, c'est ce qui est, c'est le droit positif. Donc, c'est ce qui est. Donc, en fin de compte, je dirais, c'est un sous-ensemble. C'est beaucoup moins large que les droits de l'homme, mais beaucoup mieux protégés parce qu'ils ont un régime juridique. Ils sont protégés par un ordre légal. Alors, pour comprendre les spécificités des libertés publiques, donc je le dis, il faut revenir à la période historique dans laquelle ils sont apparus. La période historique, c'est la période de la Troisième. Le terme est utilisé, il existe toujours dans la Constitution française de 1958. Donc, par exemple, l'article 34 de cette Constitution, la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Donc, alors, c'est sous la Troisième République que le terme a été utilisé d'une manière, je dirais, large. Alors, la Troisième République, elle est connue par la prédominance du législateur. Ce qui fait, lorsqu'on dit les libertés publiques, ce sont des lois élaborées par le législateur, mais pour limiter le travail de l'administration, pour montrer le cadre dans lequel va s'exercer le travail de l'administration. Donc, ces libertés, ils étaient orientés pour, je dirais, contre ou comme étant une limite, une borne à l'action de l'administration. Les droits ou les libertés étaient considérés comme étant une des bornes à ne pas dépasser, donc, par l'administration. Ils concernaient seulement le pouvoir exécutif. Le pouvoir qui était concerné, c'était le pouvoir exécutif. Le législateur, il s'adressait au pouvoir exécutif, le législateur et le juge étaient considérés comme étant des protecteurs de ces libertés. Donc, ils ne s'adressaient pas à la liberté publique, le texte, les lois, lorsqu'ils étaient adoptés, ils étaient adoptés pour limiter, pour dresser des bornes dans l'activité du pouvoir exécutif. Ils ne concernaient pas du tout le pouvoir, ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir judiciaire, parce que tous les deux avaient été considérés par
les idées régnantes comme étant des protecteurs des libertés. Et ça, c'est la caractéristique principale des libertés publiques par rapport aux libertés fondamentales. C'est que les libertés publiques, ce sont des libertés reconnues, consacrées, aménagées, protégées par le législateur contre le travail de l'administration. Ce sont des bornes dans le travail de l'administration, des frontières, des limites au travail de l'administration qui ne doivent pas dépasser. Ils traduisent un ordre légal dans lequel le législateur est prédominant. Ils traduisent donc un ordre légal, ils traduisent une idée négative. Négative, c'est-à-dire une borne, cette idée de borne. L'administration ne doit pas dépasser cette borne. Ils traduisent surtout une idée restreinte des libertés. Pourquoi? Parce qu'on va reconnaître un certain nombre de libertés. Ce n'est pas la notion de droit de l'homme qui est large. J'ai un certain nombre de libertés qui sont protégées, donc j'ai une conception restreinte, négative de la liberté, et j'ai un ordre légal. Un ordre légal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la protection des libertés dépend du législateur et du juge administratif, du juge, essentiellement le juge administratif. Puis la liberté, elle est restreinte, c'est un certain nombre de libertés, pas tout le domaine des droits de l'homme, mais un certain nombre de libertés. Puis nous avons l'ordre, c'est-à-dire cette idée de négation, c'est-à-dire que ce sont des limites auxquelles on ne doit en aucun instant, donc, qu'on ne doit transgresser sous n'importe quelle raison. Ça, donc, pour l'idée de liberté, la notion de liberté publique. Donc, je résume, pour la notion de liberté publique, ce sont des libertés, donc, avec le terme liberté, avec des libertés publiques. Donc, des libertés publiques, le terme, il est là pour dire que c'est l'État qui consacre, organise et protège ses libertés. Donc ça, le terme public. Alors la notion, c'est une notion française, apparue durant le Deuxième Empire, mais qui a pris de l'ampleur durant la Troisième République. Une république qui est reconnue par la prédominance du pouvoir législatif. Donc les libertés, ce sont des libertés qui sont protégées par le législateur, par le juge, pour limiter, protéger contre quoi? Contre l'action de l'administration et du pouvoir exécutif. Ce sont des bornes qui sont dressées contre l'action de ce pouvoir-là. Donc, en fin de compte, il concerne seulement le pouvoir exécutif. Il ne concerne ni le pouvoir judiciaire, ni le pouvoir législatif. L'ordre dans lequel s'exercent ces libertés. Les libertés, ils ont un statut législatif, donc l'ordre, c'est un ordre légal. Les libertés, elles sont restreintes, c'est un ensemble de libertés, ce n'est pas toute la question des droits de l'homme. Et puis, ce sont des bornes, il y a toujours cette idée de non-entrave qui existe dans l'idée de la liberté. Ça donc pour les libertés publiques. Alors, dans le cursus vu ces caractéristiques, dans le cursus universitaire, traditionnellement, les libertés publiques étaient toujours enseignées par un professeur de droit administratif, parce que ça a été une matière légale, donc pour limiter l'action, c'était des règles, donc pour limiter l'action du pouvoir de l'administration et du pouvoir exécutif et de son bras, l'administration. Ça explique pourquoi est-ce que pendant longtemps les libertés publiques étaient enseignées par des professeurs de droit administratif. Et les premiers bouquins que nous avons, que ce soit le bouquin de Riveraud, ce sont tous des bouquins écrits par des libertés publiques, écrits par des professeurs de droit administratif. Alors, donc, le dernier terme, c'est le terme de droit et liberté. Alors, lorsqu'on parle lorsqu'on introduit le terme fondamentaux, l'idée, enfin, des libertés et droits fondamentaux, ce qu'on utilise, les libertés et droits fondamentaux, alors donc, qui est le titre officiel du titre 2 de la Constitution marocaine, donc nous allons nous arrêter sur la notion de droits fondamentaux. Alors, la notion
de droit, la notion de liberté fondamentale est une notion qui nous vient de la tradition allemande. Les Allemands étaient les premiers, enfin, ce sont eux qui ont utilisé ce terme. Dans la tradition française, le terme est entré, et il existe, donc je dirais dans la tradition allemande, c'est dans la Constitution de Weimar de 1919, on trouve le terme de liberté fondamentale. Par la suite, le terme a été repris par les textes internationaux, que ce soit la charte de l'ONU, le terme existe dans la protection des droits fondamentaux, ça existe dans la charte de l'ONU, ça existe aussi dans certains arrêts de la Cour internationale de justice. Donc, par exemple, dans l'arrêt de la Barcelona Action, le terme a été utilisé, c'est dans les années 70, donc le terme a été utilisé. Donc on le trouve dans la Convention européenne des droits de l'homme, je crois, et des droits fondamentaux, ça existe. Donc ça existe, c'est une tradition allemande, puis il a eu un rayonnement, si je peux dire, universel. Le terme aujourd'hui, il a été repris en France par l'école de droit constitutionnel d'Aix-Marseille, je crois, d'Aix-Marseille, avec le professeur Favreau. Et donc, nous avons cette introduction de la notion de fondamentalité qui va poser donc la question de la définition. Quelle est la différence entre liberté publique et liberté, ou c'est quoi d'abord les libertés fondamentales? Quelle est la différence entre liberté publique et liberté fondamentale? Donc on va poser la question. Donc je dirais la littérature française, c'est quelque chose de très récent, la notion de liberté fondamentale. Peut-être je la daterai des années 80, mais aujourd'hui, presque tous les bouquins, rares sont les bouquins qui ne portent pas cette appellation de droit, soit des droits fondamentaux, soit liberté fondamentale. Donc aujourd'hui, la doctrine suit le courant, et rares sont alors que les premiers bouquins s'appelaient toujours des bouquins, c'était des bouquins de liberté publique. Aujourd'hui, les plus récents, on trouverait beaucoup plus de liberté, des bouquins ou des traités de droit, de liberté fondamentale. Alors, c'est quoi ces libertés fondamentales? Quelle est la différence d'abord? Alors, pour voir, on va d'abord voir la constitution allemande, alors la tradition allemande, parce que c'est dans ce patrimoine qu'est la notion de la fondamentalité, puis je vais voir la position de la doctrine. Alors, dans la tradition allemande, nous avons, donc je le dis, on parle des droits fondamentaux, la loi constitutionnelle, la constitution allemande, elle porte officiellement la notion de loi fondamentale. C'est comme ça qu'ils appellent leur constitution. Alors, la constitution allemande nous donne un certain nombre d'indices sur les droits fondamentaux. Alors, nous avons, je ne l'ai pas ici, mais ce n'est pas grave. Alors, nous avons d'abord la constitution allemande, il commence par, je crois, par une liste de droits, de l'article 1 à 19. Donc, elle parle de droits fondamentaux et elle dresse une liste de ces droits. Donc, ce qui suppose que ce sont ces droits qui sont fondamentaux. Par la suite, il y a d'autres droits dans la Constitution, mais le terme fondamental a été utilisé pour une liste qui va de l'article 1 à 19. Est-ce qu'on ne peut pas supposer que ce sont ces droits-là qui sont des droits fondamentaux? Nous avons la même chose au Maroc. Au Maroc, nous avons le titre 2 qui s'appelle « Liberté et droits fondamentaux » et ça nous va de l'article 19 à l'article 40. Est-ce que cela veut dire que c'est ça le droit? Alors qu'il y a d'autres droits, d'autres libertés, d'autres droits qui sont reconnus dans d'autres parties de la Constitution. Le fait que c'est le titre 2 qui porte la notion de liberté et droits fondamentaux, est-ce que cela veut dire que ce sont seulement ces droits qui sont fondamentaux? La question est posée, donc nous avons une liste. Et cette idée de la liste, elle existe dans plusieurs autres constitutions, ce qu'on cite un certain nombre de droits donc, auxquels on accorde le titre fondamental. Donc, la deuxième indice, donc les droits fondamentaux, c'est quoi? Peut-être c'est la liste qui est dressée dans le titre. Nous avons le deuxième indice une grande différence entre
les libertés publiques et les droits de l'homme et les libertés fondamentales, c'est que les libertés fondamentales intéressent même les personnes morales. Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé. Donc ce n'est pas seulement la personne physique. Alors que les libertés publiques, ils étaient toujours dans une optique d'individu, donc personne physique, les droits et libertés fondamentales concernent même les personnes morales. La troisième indice qui nous vient de la tradition allemande, c'est que les libertés fondamentales bénéficient toujours d'une protection renforcée. Et protection renforcée, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons deux indices. Le premier, c'est dans la constitution allemande, c'est qu'il parle, et ça on verra, plusieurs autres constitutions reprennent cette idée, c'est qu'il parle d'un contenu essentiel de la liberté auquel on ne touche pas en aucun cas. On ne touche pas à ce contenu. Donc la liberté, chaque liberté, parce qu'elle est fondamentale, a un contenu essentiel auquel on ne touche pas. Donc il y a l'idée du contenu essentiel de la liberté, puis il y a l'idée de la nécessité d'une protection renforcée, c'est-à-dire d'une protection constitutionnelle, et peut-être même supranationale. Donc l'idée, c'est que l'individu, dont une liberté ou un droit fondamental a été lésé, doit toujours avoir le moyen de faire protéger son droit, le moyen de protéger, de réparer. L'essentiel, c'est qu'il doit avoir un moyen de recours pour protéger ses droits. Et c'est l'idée qu'on trouve dans la Constitution allemande lorsqu'ils ont instauré le contrôle individuel de constitutionnalité. Ça a été pour permettre aux citoyens allemands, donc, de protéger sa liberté. Donc les indices qui nous viennent de l'Allemagne, parce que ce sont le terme est utilisé dans ce patrimoine juridique, c'est que d'abord, il dresse une liste de droits fondamentaux. Il y a une liste qui va de l'article 1 à 19. Nous avons ce qui les intéresse pas seulement aux personnes publiques, aux personnes physiques, mais qui les intéressent aux libertés fondamentales, intéressent aussi les personnes morales, de droit public et de droit privé, et qu'il bénéficie toujours d'une protection renforcée. Par deux moyens, l'essentiel, c'est qu'il faut, le premier moyen, c'est qu'il y ait un contenu essentiel, un noyau essentiel de la liberté auquel on ne touche pas. Et le deuxième moyen, c'est lui accorder une protection renforcée, mais généralement par un recours constitutionnel individuel. Alors, le dernier indice qui nous vient de l'Allemagne, c'est que ces droits-là sont toujours exclus de toute révision constitutionnelle. Et généralement, cette exclusion de la révision constitutionnelle, elle est liée à d'autres principes. Elle est liée en Allemagne, elle est liée au principe du fédéralisme, elle est liée au principe démocratique. Donc, ce qui fait, de ce fait, si je peux dire, il y a une clause d'éternité qui y est liée, qui est posée au principe des libertés fondamentales, qui est posée au principe du fédéral, qui est posée au principe démocratique. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ces principes, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Nous avons la même technique dans l'article 175, pourquoi je vous l'ai dit, on va faire beaucoup de droits comparés dans ce cours. Alors, nous avons la même technique a été faite dans l'article 175 de la Constitution marocaine de 2011. Aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la religion musulmane, sur la forme monarchique de l'État, sur le choix démocratique de la nation ou sur les acquis en matière de liberté et droits fondamentaux inscrits dans la présente Constitution. Ce qui fait un lien effet, une clause d'éternité touche toutes ces données-là qui sont la religion musulmane, la forme monarchique de l'État, le choix démocratique et les acquis en matière de liberté et de droits fondamentaux. Ce qui veut dire que lorsqu'on touche en Allemagne, il y a eu un arrêt qui a été repris par la suite par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que lorsqu'on touche au principe, il y a un lien, si je peux dire,
un loyalisme, un lien dans un loyalisme démocratique, c'est-à-dire qu'on bénéficie des libertés tant qu'on est loyal aux principes démocratiques. Que ces libertés-là, reconnues, qui ont le titre de fondamental, ne sont pas reconnues, ils sont, si je peux dire, retranchés aux personnes qui ne respectent pas le régime démocratique. Et nous avons la même idée dans la Constitution marocaine, c'est que ces droits fondamentaux, ils sont liés. Il y a une clause, si je peux dire encore, c'est le professeur Lévinet, je crois, qui parle d'une clause d'éternité, une clause d'éternité qui lie ces domaines-là, la religion musulmane, la forme monarchique, le régime démocratique, le choix démocratique et les libertés. Ce qui veut dire que si on ne respecte pas les premiers, on peut se voir retirer ces libertés fondamentales. Donc la reconnaissance de ces libertés est liée au respect, au loyalisme à ces principes-là, qui sont la religion musulmane, la forme monarchique et la démocratie. Donc, alors, si on a à résumer, et qui nous permet de faire la distinction entre liberté fondamentale et les libertés publiques. Alors, le premier élément, c'est que le terme de liberté fondamentale fait partie de l'état de droit. Alors, l'état de droit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les libertés fondamentales s'imposent à tous les pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Rappelez-vous que dans les libertés publiques, ils font partie d'un ordre légal. Les libertés s'imposent. Ce sont des libertés protégées par le législateur, par le juge, mais contre le pouvoir exécutif, et l'administration. Donc, hors état de droit pour les libertés fondamentales, état légal pour les libertés législatives. Ça, c'est la première distinction. La deuxième idée, c'est que les libertés fondamentales sont toujours des libertés pour défendre l'individu, sa sphère d'autonomie contre l'État. Donc, en fin de compte, contre l'État, contre les pouvoirs de l'État. Ce sont des pouvoirs de défense de l'individu contre l'État. Alors, la dernière, l'autre différence, c'est que les libertés publiques, elles concernent toujours, nous sommes toujours dans une optique ou dans une option verticale, relation gouvernant-gouverné. Alors que lorsqu'on parle des droits fondamentaux, il y a aussi, les droits concernent, on protège ces droits contre l'État, mais aussi dans les relations inter-individuelles. Donc elles concernent aussi bien les relations verticales, gouverner ces droits, elles concernent aussi les relations horizontales, c'est-à-dire les relations entre individus. Ce que veut dire, alors que les libertés publiques, c'est toujours des relations entre les gouvernants et les gouvernés, donc qui vont concerner beaucoup plus le droit administratif, les libertés fondamentales, ils peuvent concerner les relations verticales, ils peuvent concerner les relations horizontales, ce qui veut dire qu'ils vont irriguer tout le droit. Tout le droit va être appliqué, considéré, appliqué à l'aune des libertés fondamentales. Donc c'est tout le droit qui va être irrigué par les libertés fondamentales. Et lorsqu'on sait que ces libertés, ils ont une protection constitutionnelle, donc cela veut dire que le droit constitutionnel, par l'intermédiaire des droits fondamentaux, va irriguer tout le système juridique, va irriguer tous les droits. Et ça explique pourquoi est-ce que dans le cursus universitaire, désormais, les libertés fondamentales ne sont pas enseignées par des profs de droit administratif comme les libertés publiques, mais ils sont enseignés par des profs de droit constitutionnel. Alors, la dernière chose qui concerne de distinction, si je peux dire, dernier élément de distinction entre les libertés publiques et les libertés fondamentales, c'est que les libertés fondamentales
ce sont des droits, des libertés, donc ils ont ce caractère, je dirais, juridique, mais en même temps, ils traduisent toujours des principes. Ce n'est pas seulement du droit, mais c'est aussi des principes. Et ça explique pourquoi, dans une conception large des libertés fondamentales, on dit que c'est une juridicisation des droits de l'homme. Les droits de l'homme, ce sont des principes auxquels le droit positif doit prendre en considération. Les droits fondamentaux, tout simplement, ce sont des principes repris par le droit positif. C'est pourquoi on parle d'une juridicisation pour les droits fondamentaux ou pour les libertés fondamentales. On parle d'une juridicisation des droits de l'homme. Alors, donc, droits de l'homme. Alors, c'est quoi ces libertés fondamentales dont on a vu toutes les différences que le terme a introduit? Comment les définir? Il faut dire qu'il n'y a pas de définition vraiment acceptée. On utilise le terme, mais comment définir? Alors, aujourd'hui, la doctrine, elle est divisée entre deux définitions, soit la définition formelle, soit la définition substantielle ou matérielle. Alors, la définition formelle, c'est la définition qui a été défendue par le professeur Favreau. Donc, alors, la conception formelle, c'est-à-dire qu'on va voir un peu comment ces libertés sont consacrées, les bénéficiaires, donc tout ça, l'intervention. Alors, donc, la conception formelle, donc d'abord, il faut voir les sources. Les libertés fondamentales, ce sont toujours des libertés qui ont une consécration constitutionnelle et internationale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des libertés fondamentales s'il n'y a pas cette double consécration, c'est-à-dire les sources, la Constitution et les conventions internationales. Pourquoi? Parce que la Constitution protège les libertés il faut toujours s'assurer qu'ils ont une protection étant donné qu'ils sont fondamentales. Donc ils ont une protection constitutionnelle, la consécration constitutionnelle, mais si jamais donc il y a des manquements, si je peux dire, au niveau national, il faut qu'il y ait une consécration internationale, ce qui veut dire donc en fin de compte, quand on met liberté, on s'assure que ces libertés seront consacrées, donc ça veut dire qu'on va les mettre à l'abri et des vicissitudes du jeu politique interne, et donc par une protection soit donc, constitutionnelle, soit une protection internationale. Donc première source, la première, c'est les sources. Lorsqu'on parle de liberté fondamentale, cela veut dire qu'il y a une consécration constitutionnelle, qu'il y a une consécration par les conventions internationales. La deuxième idée, c'est que lorsqu'on parle de liberté ou de droits fondamentaux, il concerne aussi les droits économiques et sociaux. La fondamentalité n'est pas assurée seulement pour les droits politiques, les droits civils et politiques, mais elle concerne aussi les droits économiques et sociaux. Les bénéficiaires, nous l'avons vu tout à l'heure, les individus, mais aussi les personnes morales et de droit public ou de droit privé. Aujourd'hui, on peut même évoluer, on le voit par certains événements, vers une évolution vers des droits fondamentaux pour les animaux. Donc vraiment, les bénéficiaires, c'est beaucoup plus large que pour les libertés publiques. Alors, nous avons les garanties, la protection. La protection des libertés fondamentales, c'est toujours une protection constitutionnelle par un recours, par un recours constitutionnel ou une protection internationale par un juge supranational. Donc la protection toujours une protection renforcée, soit le juge constitutionnel, soit le juge supranational, alors que les libertés publiques, c'est toujours le juge donc administratif. Donc sur le plan formel, donc la conception formelle, c'est que l'idée, c'est que ces libertés-là, ils sont fondamentales. Pourquoi? Parce qu'ils sont consacrés au niveau des textes supérieurs, qui sont la Constitution et les textes internationaux. Les bénéficiaires, ce qui veut dire qu'on va mettre ces libertés à
à l'abri des vicissitudes du jeu politique interne. Le deuxième élément, c'est que ces droits sont larges, ils concernent les droits économiques et comme les droits politiques. Les bénéficiaires, pas seulement les individus, mais aussi les personnes morales et les droits publics comme de droits privés. Puis la protection, toujours une protection renforcée, soit le juge constitutionnel, soit donc le juge supranational. Alors donc la conception matérielle. La conception matérielle, c'est le contenu. Alors le contenu, lorsqu'on dit des libertés fondamentales, on va introduire une hiérarchie au sein des libertés. Ce sont des libertés fondamentales, ça veut dire qu'on va donner une importance à ces libertés-là. Donc ce sont des libertés. Donc des libertés, pourquoi elles sont fondamentales? Elles sont fondamentales pourquoi? Parce que la société a parce qu'elles répondent à des principes qui sont considérés par les sociétés comme étant des principes fondamentaux. Parce qu'ils répondent à une idée de la fondamentalité propre à une société donnée. Donc, en fin de compte, ils sont fondamentaux sur le plan matériel. Pourquoi? Parce qu'ils sont basés, ils représentent quelque chose d'important pour la société à un moment donné. Donc, ils sont fondamentaux parce qu'ils sont basés sur des principes fondamentaux qu'il faut trouver dans la société. Donc, ils ne sont pas fondamentaux parce qu'ils sont dans la Constitution, non. Ils sont fondamentaux parce qu'ils répondent à une idée de la fondamentalité que la société a, sur laquelle la société est d'accord à un certain moment donné. Ils répondent à des principes importants pour une société donnée. C'est ça l'idée de la fondamentalité sur le plan matériel. Donc ce ne sont pas seulement des droits fondamentaux, mais ce sont surtout des principes fondamentaux. Ce sont d'abord et avant tout des principes fondamentaux qui sont repris par le droit. Et ce n'est qu'une fois qu'ils sont repris par le droit qu'ils sont devenus des droits fondamentaux. Et parce qu'ils sont fondamentaux, ces droits sont repris par des textes importants, donc qui sont la Constitution et qui sont les traités internationaux. Donc c'est le contenu qui fait la fondamentalité. Et le contenu qui fait la fondamentalité, cela veut dire qu'on va procéder à une hiérarchie des libertés au sein d'un État. Il y aurait des libertés fondamentales, il y aurait des libertés qui seraient moins fondamentales, qui seraient, je dirais, normales, entre guillemets. Donc on procède à une hiérarchie des libertés au sein de l'État. Alors cette hiérarchie, comment on va soit sur une idée de consensus social, comme quoi ces libertés sont fondamentales, donc ces libertés ne le sont pas, soit peut-être en se basant sur la Constitution, la liste. Le titre 2, par exemple, ce serait le titre, la liste des libertés fondamentales, mais les autres libertés, ce sont des libertés qui ont un statut constitutionnel, mais qui n'ont pas le statut de la fondamentalité. Donc il faut trouver le critère sur lequel on va baser l'idée de la fondamentalité. Mais sur le plan du contenu, l'idée qui a été défendue, je crois par Ripper, je crois par un doctrinaire, je ne me rappelle plus le nom. Alors donc, qui a été dit, l'idée, c'est que les libertés fondamentales, elles le sont. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont consacrés par la Constitution, pas parce qu'ils sont consacrés par une convention internationale, mais parce qu'elles sont basées sur des principes fondamentaux considérés par la société comme étant des principes fondamentaux. Donc, en fin de compte, le droit il est extérieur, la fondamentalité, elle est extérieure au droit, et le droit ne fait que reprendre ces principes parce qu'on leur accorde, la société leur a accordé le titre, la qualité de fondamentale. Donc, alors, la conception de la fondamentalité, ça peut être une conception restreinte, ça veut dire qu'au sein de tout de la sphère des droits de l'homme, il y aurait seulement un certain nombre de droits auxquels on accorderait le qualificatif de fondamentaux, soit ça peut être une conception large, et dans ce cas, tous les droits de l'homme seront des droits fondamentaux, et dans ce cas, les droits fondamentaux seraient, comme je l'ai dit tout à l'heure, une juridicisation, un moyen de juridiciser donc les droits de l'homme, donner un statut juridique aux droits de l'homme.
Donc, alors ça, donc, si je reprends pour la fondamentalité, nous avons dit, premier point, c'est que c'est un terme qui est utilisé en Allemagne, qui nous vient de la tradition allemande. Donc, nous avons pris certains indices pour déterminer c'est quoi la fondamentalité de la constitution allemande, la liste des droits, la protection renforcée, le fait qu'il bénéficie aux personnes morales, le fait que ce soit des droits contre tous les pouvoirs, donc les pouvoirs pour protéger contre tout le pouvoir, le fait qu'ils ont une protection renforcée. Donc tout ça, alors puis nous avons donc ça ce sont les principaux éléments. Nous avons vu donc les deux définitions qui existent, la définition par la doctrine, la définition formelle, la définition donc matérielle. Alors en matière de termes, nous avons deux autres termes qui sont utilisés, la notion de droit humain qu'on utilise de plus en plus, qui est au lieu de droit de l'homme, mais on utilise la notion de droit humain. Puis dans la tradition canadienne, on parle beaucoup plus de droit de la personne. Alors, comme je l'ai dit, rien n'est neutre. La notion de droit humain, c'est une notion qui veut dire, on l'utilise pour dire qu'en fin de compte, lorsqu'on dit les droits de l'homme, l'homme est par essence situé. C'est un homme qui appartient à une famille, qui appartient à un pays, donc en fin de compte, il est par essence situé. Donc les droits, en fin de compte, lorsqu'on situe l'homme, cela veut dire qu'on doit prendre en considération toute la culture qui l'entoure. Alors dans ce débat, lorsqu'on parle de droit humain, cela veut dire qu'on prend position dans un débat qu'on verra par la suite entre l'universalisme et le relativisme culturel en matière de droits de l'homme. Lorsqu'on parle de droit humain, cela veut dire qu'on est pour l'idée que l'homme, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa situation, quel que soit le pays auquel il appartient, quelle que soit sa condition, c'est d'abord et avant tout un homme, c'est d'abord un être humain qui, comme tel, a un ensemble de droits qui sont communs à tous les êtres humains. Et parce qu'ils sont communs à tous les êtres humains, ils doivent être défendus dans n'importe quel lieu et dans n'importe quelle condition. Donc l'idée, lorsqu'on parle de droits humains, cela veut dire qu'on adhère à un universalisme, on a l'idée qu'il existe une humanité qui nous unit et qui dépasse nos différences. La notion de droit de la personne, utilisée surtout au Canada, c'est parce que les Canadiens pensent que la notion de droit de l'homme est une notion sexiste. Donc sexiste, donc pour dépasser ce sexisme que la notion peut refléter, ils préfèrent parler de droit de la personne. Ce n'est ni l'homme. Le droit de l'homme, cela veut dire qu'on la notion, l'approche genre est oubliée, donc ils préfèrent parler de droit de la personne. Voilà donc pour les notions dans ces droits que vous allez rencontrer dans ce cours. Différence entre liberté et droit. Liberté c'est autonomie et non entrave. Droit c'est une exigence, donc puis avec les différences. Nous avons liberté publique, les droits de l'homme, liberté publique et liberté et droits fondamentaux. Nous avons la notion de droit humain, nous avons la notion de droit de la personne. Voilà donc voilà pour cette introduction. Les prochains cours parlera surtout des conceptions des droits de l'homme et ce sera l'occasion pour voir la conception occidentale qui reste toujours la conception dominante, comment cette conception a été universalisée et quelles sont les résistances ou les adaptations. Donc le débat qui existe et qui est, donc je dirais, soutenu par d'autres patrimoines, le patrimoine islamique, le patrimoine africain, le patrimoine asiatique.